Déficit important du commerce extérieur en août, plus de 9 milliards. Nos échanges dans le rouge, attention à la surchauffe. 2 millions d'Allemands de l'Est attendus à l'Ouest ce week-end. Le nouvel afflux démarre, les changements politiques continuent. La Bulgarie, emportée à son tour. Remaniement ministériel, suppression des interdictions et réformes économiques. Jacques Médecin inculpé à Grenoble. Le maire de Nice affirme qu'il est sans peur et sans reproche. Bonsoir. Berlin-Ouest se mobilise ce soir. Les Berlinois de l'Ouest s'apprêtent à subir le deuxième rush des Allemands de l'Est ce week-end. Dès le début de l'après-midi, il y avait de gros embouteillages côté Est au point de passage frontalier. Pas seulement à Berlin, mais sur toute la frontière interallemande. L'afflux de voyageurs est-allemands a atteint un niveau critique selon le ministère de la Circulation. Même chose pour les chemins de fer complètement saturés. Paraît-il, il y aurait déjà un demi-million d'Allemands de l'Est qui auraient passé la frontière ce soir. Et puis la politique, car les changements vont vite en RDA. Deux faits majeurs, confirmation d'un gouvernement de coalition avec 11 ministres non communistes, et d'autre part, le débat parlementaire à l'Assemblée, bien différent de ce qui se passait il y a encore quelques jours. On y a aussi beaucoup insisté sur les problèmes économiques. Philippe Rochaud a suivi cette journée. Le grand jour de la Chambre du peuple est le grand jour d'Egon Krenz, le numéro 1 est-allemand, où pour la première fois dans l'histoire de la RDA, on assistait à la naissance d'un gouvernement d'union nationale. Sous la pression d'Egon Krenz, ont été éliminés par un vote à l'unanimité moins une voix 27 députés de la vieille garde, dont Erich Honecker et l'ancien Premier ministre Willy Stoph. Discours de Hans Modrow, le réformateur. Son gouvernement compte 11 ministres non communistes, mais qui n'occupent pas des postes clés. Ils ont été choisis dans les petits partis, autrefois dominés par les communistes, comme Lothar de Maizière, chrétien-démocrate, qui devient ministre des Relations avec l'Église, ou encore Manfred Gerlach, chef du petit parti libéral, qui parvient à placer 4 ministres au gouvernement. Il faut, dit-il, donner aux petits partis toutes les possibilités de s'exprimer, sans quoi il n'y aura pas de démocratie. Et c'est pour eux, c'est pour que vivent les petits partis que 5000 manifestants défilaient ce soir devant la Chambre du peuple, avec en premier slogan « Élection libre ». Mais on trouvait aussi le mot « réunification », bien que le Premier ministre Modrow ait déclaré devant la Chambre qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. La démocratie, maintenant ou jamais, pouvait-on entendre. Aujourd'hui, c'était les étudiants de Berlin qui mobilisaient les partisans des réformes. Demain, Nouveau Forum prend le risque d'organiser une manifestation à Leipzig, alors que des centaines de milliers d'Allemands de l'Est passeront le week-end à l'Ouest. Et vous savez que Berlin-Ouest est sous la triple administration des Anglais, des Américains et des Français. Il y a donc un fort contingent de militaires français à Berlin depuis la dernière guerre. C'est la conséquence d'un statut politique étrange et unique au monde. Un statut qui pourrait bien être remis en cause en fonction de ces événements récents. Quoi qu'il en soit, en ce moment même, les militaires français ne restent pas inactifs. Maryse Richard, Corinne Pertuis. Berlin-Ouest, 17 novembre. Le groupe de combat du génie français rentre en action. Mission, construire une aire de jeu pour les enfants de réfugiés d'Allemagne de l'Est. Cette semaine, 8000 nouveaux arrivants ont dû trouver à se loger. La salle de squash de l'armée française a été transformée en dortoir. Depuis l'ouverture de la frontière entre les deux Allemagnes, les militaires français se livrent plus à l'aide humanitaire qu'au combat armé, même s'ils estiment, eux, que leur mission n'a pas changé. Nous sommes ici de par un statut qui n'a pas changé. Autour de Berlin, il y a toujours près de 700 000 hommes qui n'en ont pas bougé. Sur le mur, il y a toujours 12 000 hommes qui accomplissent toujours leur mission. Donc nous accomplissons toujours la nôtre, qui n'a pas évolué. Quand tout bouge, c'est le moment de garder son sang-froid et de rester vigilant. Depuis 1955, les forces alliées à Berlin n'ont plus un rôle d'occupation, mais bien de protection. Malgré les brèches dans le mur, les patrouilles françaises surveillent toujours, 3 fois par jour, leur secteur, le nord de la ville, là où un grillage infranchissable sépare les deux Berlin. Mais aujourd'hui, quand les Vaupeaux prennent l'ennemi en photo, ils se permettent un petit sourire. Il faut qu'ils restent, ces Français, un bon petit moment encore. Mais pourquoi ? Eh bien, s'ils s'en vont, les autres, de l'autre côté, vont commencer à faire ce qu'ils veulent. Les 2700 hommes de l'armée française en poste à Berlin n'ont pour l'instant pas l'intention de s'en aller. Il faudrait d'abord que le statut de Berlin change.
Une décision qui n'appartient qu'aux forces alliées. La Bulgarie bouge très vite à son tour. Le nouveau secrétaire général du PC, Petar Madlenov, a été élu président de la République. Aussitôt, il a proposé un remaniement ministériel et quelques réformes économiques. Et puis, le Parlement a déjà aboli l'interdiction de la propagande anti-gouvernementale. Jean-Marc Ilouz commente ces bouleversements. En apparence, rien n'a changé dans l'un des derniers bastions du stalinisme en béton, la Bulgarie. Et pourtant, en cet automne 89, cette relève de la garde est aussi le début d'une vraie relève politique, celle-là. Dans leurs voitures occidentales, les vieux caciques du parti qui se rendaient hier au plénum du comité central savaient que pour eux, cette réunion allait sonner une fin de parti. Plus question, comme bon vieux temps, d'applaudir au doigt et à l'œil les discours fleuves du camarade Zhivkov. Après 35 ans de pouvoir sans partage, le chef du PC bulgare a dû brusquement démissionner la semaine dernière. Voici son tombeur, Petar Mladenov, ex-ministre des Affaires étrangères et nouveau visage de la perestroïka bulgare. Il a été élu aujourd'hui chef de l'État, après l'éviction du bureau politique de 3 de ses membres les plus conservateurs et leur remplacement par des personnalités convaincues de la nécessité des réformes. Certes, on ne touche pas au monopole du parti, mais déjà, on engage le dialogue avec des dissidents que l'on pourchassait sans pitié il y a une semaine à peine. Priorité des priorités, lutte contre la crise économique par la décentralisation. Beaucoup de pénuries, quelques intellectuels courageux face à la répression, ajouter un petit coup de pouce soviétique, laisser fermenter, et voilà. Après l'Allemagne de l'Est, les réformateurs gorbatcheviens arrivent finalement au pouvoir en Bulgarie. Attention, virage. En Tchécoslovaquie, qui avait peu bougé jusqu'à présent, tout au moins politiquement, il y a de nouvelles manifestations à Prague. 20 000 étudiants manifestent pour la liberté. Ils se sont mis en route en ce moment même pour vers la place Venceslas et la police a déployé un important dispositif dissuasif. En revanche, il est un pays qui ne fronce pas un sourcil, c'est la Roumanie. Les Roumains sont vraiment les oubliés de la perestroïka. Dernier exemple, le PC roumain, par la voix unanime de toutes ses organisations de base et de ses conférences régionales, le PC donc a proposé à l'unanimité la réélection de Nicolae Ceausescu au poste de secrétaire général du parti. Le congrès doit se tenir au début de la semaine prochaine. Personne n'ose bouger en Roumanie. La dictature de Ceausescu est trop bien installée. Laurent Fabius, le président de l'Assemblée nationale, était reçu au Kremlin avec son homologue ouest-allemande, Mme Rita Sousmuth. Ils ont rencontré Mikhail Gorbatchev. À cette occasion, le numéro 1 soviétique a confirmé qu'il ne fallait pas modifier les frontières, notamment la frontière entre les deux Allemagnes. Pour M. Gorbatchev, il ne faut pas parler de faillite du socialisme et il faut maintenir le pacte de Varsovie. En politique française, 2 débats parlementaires dès lundi. Au Sénat, le Premier ministre Michel Rocard va demander aux sénateurs un vote sur une déclaration de politique étrangère. Il s'agit bien sûr de la politique étrangère de la France à l'égard de l'évolution des pays de l'Europe de l'Est. Pendant ce temps-là, l'Assemblée, elle, débattra de la motion de censure déposée par l'opposition contre l'adoption en première lecture du budget 90. C'est la réponse de la droite à l'utilisation par le Premier ministre de l'article 49.3. Mauvais chiffre pour le commerce extérieur. En août dernier, 9 milliards 300 millions de déficit, 2,5 milliards de plus qu'en juillet. Au total, depuis le début de l'année, le déficit entre nos ventes et nos achats à l'étranger est de 34 milliards de francs en données corrigées des variations saisonnières. Un mauvais chiffre donc qui inquiète le gouvernement et qui, Philippe Sassier, pourrait bien entraîner quelques petites conséquences pour notre portefeuille. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est une mauvaise surprise qui pourrait effectivement conduire à des modifications de politique économique. En effet, les Français consomment davantage depuis quelque temps et achètent plus à l'étranger. Par rapport à juillet, 500 millions de plus d'appareils ménagers, 500 millions de francs de plus d'automobiles et 1 milliard d'achats supplémentaires de biens de consommation courante, vêtements, chaussures, objets divers, etc. Au ministère des Finances, on accorde beaucoup d'attention à ce dossier et on réfléchit à 3 types de mesures. D'abord, un coup de pouce à l'épargne avec le lancement du PEP, le plan d'épargne populaire, dès la fin de la discussion budgétaire, et vive pression sur les banques pour qu'elles fassent autant, sinon plus, de publicité pour l'épargne que pour le crédit. Pierre Bérégovoy l'a dit aux banquiers avec qui il dînait hier soir. Le crédit est dans le collimateur des finances, on ne pense pas monter les taux, ça ne sert pas à grand chose, mais on pourrait restreindre le volume de crédit proposé et aussi
augmenter la part du versement comptant pour certains achats automobiles par exemple. Enfin, il est question de réclamer avec le premier tiers provisionnel et pas avec le deuxième comme l'an passé, le prélèvement de 0,4% sur nos revenus pour financer la sécurité sociale. Ce sont pour l'instant des hypothèses, Hervé. Merci Philippe. Jacques Médecin inculpé d'ingérence. L'inculpation a eu lieu à Grenoble, nous vous le disions dès hier soir. Le maire de Nice est soupçonné d'avoir un peu mélangé ses comptes personnels et ceux de la mairie. Pascal Martin, Jacques Cotta, explication. Dans quel esprit vous êtes à quelques minutes d'être peut-être inculpé? Comme le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Le maire de Nice a été inculpé cet après-midi du délit d'ingérence par le juge Bérard. Des associations municipales présidées par Jacques Médecin auraient subventionné un journal dont ce même Jacques Médecin détenait 90% des parts. Mais les investigations des policiers semblent avoir été bien fructueuses. Aujourd'hui, c'est du côté des paradis fiscaux qu'ils se dirigeraient. On dit que vous entretenez des relations avec des sociétés au Panama et dans les îles Caïmans. On dit tellement de choses. Pourtant, dans un document en notre possession daté de mai 1983, l'association Nice Opéra, présidée par M. Jacques Médecin, entre en relation avec une société, la Costa Real, basée au Panama. But de la transaction: Costa Real cherchera des talents de qualité, espérant découvrir de nouveaux chanteurs aux États-Unis pour le compte de l'Opéra de Nice. Pour cette activité, Costa Real recevra de l'Opéra de Nice, à partir du 1er juin 83, le montant mensuel de 4 000 $. Transaction suivie des faits, puisque 3 mois après, soit le 5 septembre 83, l'association Nice Opéra vire sur le compte de la société Costa Real la somme de 12 000 $. L'association Nice Opéra, présidée par Jacques Médecin, a donc bien entretenu des relations commerciales avec une société basée au Panama. Actuelle mission des enquêteurs, faire toute la lumière sur les relations précises qui existeraient entre Jacques Médecin et cette société panaméenne. Autre affaire, celle des cliniques de Marseille. Les suspects ont été relâchés, notamment M. Chouraki, propriétaire de 4 autres cliniques. Reste un meurtre inexpliqué, celui de Léon Smout. Le Point à Marseille, Patrice Velay. La liberté, après 4 heures d'audition, une journée d'attente au tribunal, 48 heures de garde à vue. Et des familles bien excitées au moment de retrouver leurs proches. Calme-toi. Il s'est agi dans cette affaire exclusivement d'une campagne de calomnie savamment orchestrée et destinée à briser l'image de marque et la réputation d'un chef d'entreprise particulièrement compétent et estimé de tous. Jean Chouraki, libre et innocenté. Aucune charge suffisante n'a pu être retenue contre lui, pas plus qu'envers David Drey, l'autre témoin. Le scénario de la PJ s'est en fait effondré comme un château de cartes sur le bureau du juge. Pas d'aveu pour étayer les soupçons, un coup de filet pour rien. L'enquête repart donc presque à zéro après cet épisode agité, avec toujours la même interrogation. Qui a assassiné le 18 mai 88 Léon Smout, 72 ans, propriétaire de clinique à Marseille? Voyons maintenant d'autres informations de ce jour. C'est Anne Poncinet qui les commente et elle commence avec la grève perlée de la ligne 9 du métro parisien. Mouvement de grève aujourd'hui sur la ligne 9 du métro parisien. Les grévistes protestent contre l'insécurité liée au trafic de drogue sur cette ligne. Réponse de la RATP, le plan présenté en juin prévoit la mise en place en décembre d'un groupe de 60 surveillants. Un lieutenant-colonel de l'armée espagnole abattu aujourd'hui en fin d'après-midi à Madrid. Les inconnus ont ouvert le feu au passage de sa voiture, le tuant et blessant son chauffeur. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Des centaines d'habitations détruites par les roquettes de l'aviation militaire à San Salvador. Les USA demandent une enquête sur l'assassinat perpétré hier de 6 jésuites, assassinat dont l'armée rejette la responsabilité. La Croix-Rouge appelle à nouveau au cessez-le-feu. Enfin, David Blundy, journaliste touché par balle qu'on voit ici, hospitalisé et décédé ce soir des suites de ses blessures. À la Bourse de Paris, hausse de 0,42% de l'indice CAC 40. Le dollar s'échange à 6 francs 26,40 au cours officiel. Au Danemark, des préservatifs vont être distribués aux jeunes à l'occasion des fêtes scolaires. Gratuitement de surcroît, tous les jeunes entre 14 et 24 ans pourront en profiter. Cette initiative intelligente fait partie d'une nouvelle campagne des autorités du département de Copenhague pour lutter contre la propagation du sida. La folie Wałęsa aux États-Unis. Le leader de solidarité est depuis plusieurs jours sur le sol américain. Il est accueilli mieux qu'un chef d'État, comme un héros.
Étape obligée de son voyage, la visite aux Polonais de New York. Bruno Albin a traîné à Brooklyn. En plein New York, c'est la petite Pologne et on y parle polonais. Michel Pajak est imprimeur. Ses travaux disent exactement d'où il vient. Il est arrivé en 1963 avec ses parents. En 1966, c'est le Vietnam. Aujourd'hui, cet Américain fait comme tous les Polonais des États-Unis. Il milite pour la Pologne. Ils ont vécu la naissance de Solidarité, l'état de guerre, les heures décisives, avec autant de ferveur que leurs compatriotes. Aujourd'hui, dans leur journal, en polonais, ils suivent les efforts de Lech Walesa pour mobiliser les industriels américains au secours de la Pologne, et l'accueil qui lui est réservé les remplit de fierté. Pour la communauté polonaise, Lech Walesa représente énormément de choses. Nous espérons que Lech Walesa va pouvoir négocier des contrats intéressants, faire de bonnes affaires pour la Pologne. Dans ces rues de Brooklyn, où les magasins regorgent de marchandises, les Polonais d'Amérique font leur compte. Ici, ils sont 400 000. Certains pensent, comme Michel Pajak, que Roosevelt a vendu la Pologne à Staline et qu'aujourd'hui, il est temps de l'aider à s'en sortir. De leur côté, ils font le maximum. Ils ont une banque et des avoirs de 200 millions de dollars. Et même si cela ne représente qu'une infime partie des besoins, cet argent qu'ils amassent chaque semaine est en partie pour la Pologne. Beaucoup de nos clients vont sans doute rentrer en Pologne et près de 40 millions de dollars repartiront avec eux. C'est l'une des communautés les plus structurées aux États-Unis. Dans des centres comme celui-ci, les enfants d'immigrants apprennent après l'école qu'ils sont américains, certes, mais que leur histoire est aussi celle de la Pologne et qu'ils sont 10 millions. 10 millions d'avocats pour Lech Walesa. La littérature, Goncourt Suite, l'attribution du prix c'est lundi et nous avons choisi de vous présenter les derniers sélectionnés. Après Jean Vautrin, que nous vous avons présenté hier et qui est le grand favori, ce soir Patrick Carré pour Le Palais des Nuages, publié aux éditions Phébus. Un livre qui vient déjà d'ailleurs de recevoir le prix du premier roman. Son auteur a 36 ans, il est sinologue, c'est-à-dire qu'il étudie la Chine, mais pas la Chine actuelle, la Chine du passé. Et c'est cela qu'il raconte dans Le Palais des Nuages. Sylvie Marion, présentation, lecture. Le Palais des Nuages de Patrick Carré, 650 pages débordant d'images, de personnages, d'événements dans la Chine du XIIe siècle. L'histoire d'un empereur qui fait le pari fou de donner le pouvoir absolu à la beauté et qui échoue dans le sang et la folie. Comment le Fils du ciel devient le roi des chiens. Un roman qu'on ne lâche pas, un poème qui vous hante, extrait page 61, lu par l'auteur. Que faites-vous en Barbarie ? Je chevauche dans le désert et sur les plateaux tannés par le vent. Je bâtis des stratagèmes sous la tente avec de beaux guerriers. Je bois du vin de vigne avec les vieux conteurs qui chantent les mers d'Occident. Parce que, après les montagnes du chaos et le désert de feu, il y a Kashgar et Samarcande. Mousseline, melon et vin ambré. Et après Samarcande, des montagnes gigantesques qui se jettent dans l'océan. Tongguan avait un ailleurs. Nous avions tous un ailleurs. Le seul endroit où l'on supporte d'être ici. Enfin le théâtre, et nous allons revenir aux interrogations dans les pays de l'Est, avec en écho cette pièce de Heiner Müller, montée au Théâtre de la Ville par Matthias Langhoff. Müller, c'est un Allemand de l'Est qui vit toujours à Berlin-Est. Sa pièce, qui a été écrite il y a 10 ans maintenant, est une réflexion sur les échecs de la Révolution. Michel Strulovici, Bernard Puissesseau, Les Trois Coups. Notre travail commence demain. La révolution est le masque de la mort. La révolution est le masque de la mort, la mort est le masque de la révolution, la révolution est le masque de la mort, la mort est le masque de la mort, la mort est le masque de la révolution. Révolution et mort accouplés, conjugués tout au long de cette pièce, écrite par l'auteur est-allemand Heiner Müller, un acteur de la transformation en cours à Berlin. Nous sommes à la Jamaïque où 3 envoyés de la Convention doivent mener le soulèvement des esclaves contre les Britanniques. Mais leur mission devient caduque car, à Paris, le gouvernement qui nous a confié la mission d'organiser ici à la Jamaïque un soulèvement d'esclaves n'est plus en fonction. Le général Bonaparte a dissous le directoire avec les baïonnettes de ses grenadiers. La France s'appelle Napoléon. Le monde devient ce qu'il était,
Une patrie pour maître et esclave. Histoire exemplaire pour Heiner Müller. Exemplaire de la situation vécue par les révolutions qui, de libératrices, se transforment en leur contraire, des dictatures. Ce que nous avons pris pour l'aube de la liberté n'était peut-être que le masque d'un nouvel esclavage plus effroyable comparé auquel le règne du fouet dans les Caraïbes ailleurs n'est qu'un aimable avant-goût des délices du paradis. Et peut-être que t'as bien aimé, inconnu, la liberté. Mais quand ces masques seront usés, peut-être n'aura-t-elle pas d'autre visage que celui de la trahison. Et ce que tu ne trahis pas aujourd'hui te tuera demain. Et du point de vue de la médecine humaniste, la révolution est un mort-né. La mission ou la danse au bord du gouffre des certitudes. Demain, il y a un tiercé, c'est à Vincennes, c'est du trot. Alors nous allons voir tout de suite les pronostics que nous propose Pierrette Bresse. Le 18, le 8, le 13, le 14, le 4, le 11, le 19 et le 17. C'est dans le Prix des Cévennes, il y a 19 partants, c'est un tiercé carté. Voilà, la météo, c'est dans quelques minutes avec Laurent Cabrol qui nous annonce un petit peu de pluie. Enfin, je crois que le temps va changer. Il me le disait, il me le parle encore. Laurent me dit que ça va être plus doux surtout. Voilà, sachez-le. Vous allez le savoir encore mieux dans quelques minutes. La dernière édition, c'est vers 23h avec Henri Sagnier, juste après Apostrophe, consacré au livre du mois. Avec ce soir le livre qui fait déjà courir tout le milieu politique, c'est François Mitterrand, élu à l'Académie française, publié chez Balland. C'est une fiction, ou plutôt une prémonition peut-être, de Jean-Michel Royer. Et puis, puisque nous parlons d'Apostrophe, eh bien, ce livre de photos que j'ai à côté de moi, un livre dû à Lucien Chiasselotti, quelques portraits étonnants des écrivains, des invités de Bernard Pivot, qui d'ailleurs a lui-même préfacé l'ouvrage. Et puis, bien, ce week-end, comme d'habitude, vous retrouverez pour les journaux Daniel Bilalian, 13h et 20h, avec Betty Duro et Philippe Gassot pour le 23h. Tout cela, c'est ce week-end, lundi à 20h. Ce sera Christine Ockrent. Bon week-end.